Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran qui fait la sieste pour la chaîne Fouadier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, 5e épisode de notre épisode consacré au VSS dans les milieux de la politique. Toujours sur le même document, Observatoire des VSS en politique. Comment est-ce que les agresseurs présumés, entre guillemets, les personnes qui sont accusées de VSS, se défendent? Dans les 3 premiers épisodes, on a vu comment ils se défendaient. Et on a vu le textbook du manipulateur. On a vu le textbook du narcissique. On a vu le textbook de la perversion. Et dans l'épisode précédent, on a vu que l'entourage n'est pas en reste. Mais figurez-vous qu'il y a d'autres stratégies qui vont être mises en place encore. Il nous reste 2 épisodes à voir avant d'ouvrir vers un petit peu de réflexion politique pour continuer à légitimer l'agresseur et à délégitimer la victime. Et l'épisode qu'on va voir aujourd'hui porte le titre suivant « Balayer l'expression des victimes et les renvoyer vers la justice ». C'est répugnant. Oui, Safran, tu m'entends parler, tu veux venir dire bonjour à la caméra. Viens dire bonjour à la caméra. C'est un épisode qui est divisé en 3 parties. Première partie, l'absence de mode d'emploi pour témoigner des VSS commises par un homme politique, l'instrumentalisation du judiciaire pour nier la responsabilité politique, et enfin l'affaire Quatennens et la question de la réhabilitation. Et j'aurais beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Balayer l'expression des victimes et les renvoyer vers la justice, c'est une des choses les plus, je sais pas, j'allais dire ironique, mais c'est beaucoup plus qu'ironique, c'est cruel en fait. C'est cruel parce que quand on sait comment les victimes sont prises en charge en France aujourd'hui, les victimes de VSS, on se dit que leur dire vous avez qu'à aller porter plainte, c'est honteux. On va rentrer dans le vif du sujet. Première partie, l'absence de mode d'emploi pour témoigner de VSS sexuelles commises par un homme politique. Avant de répondre sur le fond, c'est parfois la critique de la forme qui est mise en avant. La révélation des accusations ne s'est pas faite selon la bonne méthode. Vous n'avez qu'à porter plainte. C'est pourquoi elles ne portent pas plainte. Elles ne portent pas plainte parce que au commissariat ne vont pas être crues, parce que leur entourage ne les croit pas spécialement, parce que ensuite l'examen à l'UMJ il ne va pas forcément bien se passer, parce que l'expertise psychiatrique est parfois une expertise psychanalytique, elle est parfois absolument horrible, parce que 1% de toute façon des viols quand ils sont judiciarisés qui aboutissent à une condamnation. Si on essaie de prendre ces chiffres-là par rapport au nombre de viols en France, on est probablement sur du 0,2%. Donc oui, effectivement, aller porter plainte, c'est pas le premier réflexe des femmes quand on vit dans une société dans laquelle une victime de VSS est aussi mal considérée. Et donc arriver en disant c'est quand même pas forcément la meilleure des méthodes, c'est de l'hypocrisie pure. La révélation de VSS se fait au détriment du mis en cause, évidemment, de sa famille politique, de son institution. Souvent, de leur point de vue, il serait préférable que cette parole ne soit pas portée à la connaissance du grand public. Aussi, les critiques de celles qui témoignent ou des médias qui relaient leurs paroles sont-elles fréquentes. Les mecs, c'est les tout premiers. S'il y en a un qui va les diffamer sur un plateau télé, à dire moi je porte plainte contre un tel pour le porter au public, mais alors quand ça les concerne, oh ben là, non, il faut pas, hein. Il faudrait pas qu'on en parle, ça devrait rester dans les tribunaux, puis comme ils savent de toute façon qu'ils ne seront pas condamnés, parce que les condamnations sont rarissimes, ils ont tout intérêt à encourager ce mode d'expression. On va pas tout lire, mais on va lire le principal. Marlène Schiappa avait déclaré au JDD le 10 février 2028 parler d'une agression sexuelle pour la première fois doit pouvoir se faire dans un cadre sécurisé pour le bien de la victime, donc pas dans un commissariat par exemple, tant que vous ne les formez pas correctement. Auprès de personnes formées ou empathiques, donc pas dans les commissariats, qui n'ont aucun intérêt personnel à l'orienter vers tel ou tel point, donc pas dans les commissariats. La justice se rend dans les tribunaux, bah oui, donc faut pas passer par les commissariats, qui refusent de prendre des plaintes ou qui transforment ça en main courante, enfin bref, qui font pas leur enquête, ce que vous voulez, pas les médias. Si certains avocats plaident sur les chaînes d'information en continu, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'un jury populaire se forme dans la foule. Nous ne voulons pas de cela dans notre état de droit. Macron qui avait déclaré « Le but des contre-pouvoirs comme la presse ne doit pas être de détruire ceux qui exercent le pouvoir, c'est une attaque. En règle, voilà, contre un contre-pouvoir important, à savoir la liberté de la presse. » Toujours Emmanuel Macron, sujet de Darmanin. « Je suis aussi de là où je me place le garant de cette présomption d'innocence. Non, le pouvoir judiciaire est strictement séparé. En France, tu n'as absolument pas à te considérer garant de quoi que ce soit. » On avait Émilie Spriet, conseillère municipale de Tourcoing, qui avait dit « Le procès de rue dont est victime Gérald Darmanin est scandaleux et doit être dénoncé. » Oui, c'est normal. Hein. On va demander aux gens, vous vous rendez compte qu'en plus de ça, en plus de s'en prendre aux victimes et de défendre des agresseurs, en plus de ça, ils s'en prennent aux gens qui sont émus par ce genre d'histoire et qui trouvent ça scandaleux qu'il y ait autant d'affaires de ce type-là. Dans une tribune pour Gérald Darmanin, on souhaite apporter notre soutien à Darmanin, qui est de nouveau la cible d'acharnement hétéroclite, préférant sacraliser l'arbitraire plutôt que de respecter la présomption d'innocence. Personne n'a jamais dit qu'il était coupable. Les gens ont simplement dit que
Ces affaires-là étaient inquiétantes, que les propos qui avaient été tenus, que les témoignages qui avaient été rapportés contre Gérald Darmanin étaient suffisamment graves pour qu'à minima il n'occupe plus de fonction politique, en tout cas le temps qu'il y ait une enquête éventuellement judiciaire, bon bref, même si on sait ce que ça donne. Édouard Philippe qui avait dit on assiste à des dérives inadmissibles. On avait eu le droit au comité de la LFI qui s'expliquait prêt à être à disposition pour écouter les femmes et recevoir leurs témoignages, mais qui déplore la mise en circulation de rumeurs qui ne s'appuient sur aucun élément concret et ayant pour seul but de jeter la suspicion sur une personne. Manuel Bompard qui avait dit Rokia Diallo fait référence à un article qui a été publié dans le journal Cosette, qui a été publié il y a 4 ou 5 ans, qui cite un député de la France Insoumise sans jamais dire qui. Il n'y a aucun témoignage signalement qui a été adressé à la cellule en charge des VSS de LFI. Bah oui, parce que c'est pas facile. Vous voyez, ils sont en train de faire du victim bashing en disant elles avaient qu'à en parler. Hein. Elles avaient qu'à en parler. Mais vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Jusqu'où le milieu politique est prêt pour se couvrir. Et c'est pas spécifique au milieu politique, comprenez bien. C'est tous les milieux, ça. Vous avez ce genre de comité dans votre entreprise. Si c'est votre patron qui vous a agressé sexuellement, vous n'irez pas leur en parler. Parce que vous aurez peur de perdre votre poste. Et si vous avez un imbécile, et j'ai failli dire un gros mot, qui dit pourquoi tu n'en as pas parlé au comité? Il est là pour ça. Mais, je veux dire, c'est simplement que la personne n'y connaît rien, quoi. Adrien Quatennens, à propos de l'affaire Coquerel, le sujet des VSS est suffisamment grave pour qu'on le traite avec sérieux et méthode. Oui, donc pas dans un commissariat. Bref, on constate l'absence d'un mode d'emploi pour les victimes qui souhaitent signaler les comportements d'hommes politiques. Effectivement, à l'heure actuelle, seuls quelques partis, et LFI entre autres, et j'en suis fier, et institutions disposent d'une cellule d'écoute. Si l'on peut se réjouir de l'existence de ces cellules, qui témoignent de la volonté d'écoute des victimes, elles sont largement insuffisantes. La plupart des enquêtes de presse sur le sujet révèlent à minima des limites, des angles morts, au pire des dysfonctionnements. L'affaire Bayou est venue une fois de plus montrer la difficulté à enquêter sur les chefs de parti. Son ex-compagne n'a pas fait confiance à l'enquête interne. Aussi, la cellule n'a pas pu travailler ni rendre de conclusion. Ceci pose la question de l'externalisation des enquêtes. Et comme en plus de ça, les enquêtes par système judiciaire malheureusement n'avancent pas énormément, tout ça est compliqué. Tout ça démontre la nécessité d'apporter une réponse globale et transpartisane à ces enjeux. L'extension des pouvoirs de la haute autorité pour la transparence de la vie publique aux violences sexistes et sexuelles est une piste intéressante. La réflexion collective sur une méthode de recueillement de signalements qui s'appliquerait à tous les partis sur les échelons est en tout état de cause urgente. Concernant le cas spécifique des VSS subis par les femmes politiques, c'est actuellement un angle mort des politiques de lutte contre les violences faites aux élus, annoncé récemment par les pouvoirs publics, surtout dans un quinquennat qui est censé être le quinquennat dont la défense des droits des femmes est la grande cause. Ces réactions, les réactions du fait qu'elles ne suivent pas le bon parcours, soulignent également la difficulté d'écouter des témoignages exprimés en dehors de l'enceinte judiciaire. Et même dans l'enceinte judiciaire, ils en fichent. C'est-à-dire qu'en fait, un témoignage dans l'enceinte judiciaire qui n'a pas abouti à une condamnation, eux, ils vont dire « c'est la preuve que j'ai rien fait ». Et qu'elle m'a diffamé et qu'elle a menti. Mais moi, grand prince, moi je ne veux pas porter plainte contre elle. Les auteurs semblent véhiculer le message suivant. Portez plainte, témoignez auprès de la police ou de la gendarmerie, et nous en prendrons connaissance si une enquête est ouverte, si elle débouche sur un procès ou sur une condamnation. Jean-Luc Mélenchon, à propos d'Adrien Quatennens, il avait déclaré ça. Ce n'est pas un violent parce qu'il a été violent une fois, il y a de cela plus d'1 an. Il n'a jamais recommencé cette violence, il a le droit à la graduation des peines, il doit revenir à l'Assemblée nationale. Il a été assez puni, j'ai été assez puni, tous les insoumis ont été assez punis, alors que collectivement, pas à la grande majorité, mais on avait voté pour qu'ils ne soient pas réintégrés. C'est eux les victimes. Ces exemples rappellent, s'il en était besoin, les limites d'un appel à la justice pour traiter les VSS en politique. Non seulement un tel appel serait dans son principe contestable, comme on l'a révélé, la sanction pénale n'ayant pas vocation à se confondre avec la responsabilité politique, ni avec l'impératif d'exemplarité des élus. Mais surtout, il n'est pas appliqué dans les faits, c'est-à-dire que même condamnés, ils ont quand même leur fonction publique, alors qu'ils sont tous en mode « oui, on est pour une exemplarité, machin, machin ». Il apparaît dès lors que le renvoi au judiciaire sert à minima de stratégie d'évitement et de levier dilatoire pour les entourages qui utilisent cet argument pour éviter une réponse au fond, voire de prétexte susceptible d'être abandonné au profit d'un autre axe de défense en cas de condamnation. Vous comprenez ce que ça veut dire. Ils vont pouvoir dire comme il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'affaire. Elle avait qu'à porter plainte. Instrumentalisation du judiciaire pour nier la responsabilité politique. Allons un pas encore plus loin dans le dégueulasse. Outre l'invocation de la présomption d'innocence déjà évoquée, l'argumentation des entourages tend à mettre en avant la responsabilité exclusive de l'autorité judiciaire pour réagir face aux accusations énoncées contre les mises en cause. C'est un peu quand ça les arrange, parce que t'as à Boaf, ils n'ont pas attendu que ça passe par le judiciaire. Les témoignages d'après Clémentine Autain étaient trop graves, donc ils l'ont écarté. Donc ça dépend un peu des cas en fait. Ça dépend de si la personne est réellement puissante ou non.
La mise en avant de la nécessité d'une décision de justice va à l'encontre encore des statistiques. En effet, les condamnations concernent 0,6% des viols déclarés et interviennent au bout de plusieurs années de procédure. Pour autant, l'argument judiciaire prend le pas dans les éléments de langage sur la responsabilité politique. À propos de l'affaire Abad, par exemple, Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, qui disait « L'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire. » Non, la justice n'est pas là pour établir la vérité, c'est pas vrai. La justice ne peut pas parfois établir la vérité par manque de preuves, et elle est obligée de statuer parce qu'elle est juste. La justice n'est pas faite pour être vraie. Elle est la seule à pouvoir ou devoir trancher. Encore une fois, c'est faux. Vous êtes directeur d'école, demain vous apprenez que vous avez un de vos employés qui a, je sais pas, commis un acte de pédocriminalité sur un enfant, vous n'avez pas besoin d'un acte de justice pour le licencier. Il va vous faire chier au prud'homme, c'est vrai, mais vous avez quand même une responsabilité civile de protéger les gens autour de vous. Bruno Le Maire qui disait c'était la justice de faire son travail. Je ne suis pas Premier ministre, je suis la décision de la justice et je n'ai aucun commentaire à faire. C'est à la justice de se prononcer, c'est facile. C'est facile d'instrumentaliser la justice pour nier leurs responsabilités. Elisabeth Borne qui disait je ne suis pas un juge et les enquêtes ne se font pas avec des témoignages anonymes. Pas toujours. Tout est fait pour accueillir au mieux les femmes pour qu'elles puissent déposer plainte et que la justice puisse établir les faits. Tout est fait au mieux pour accueillir au mieux les femmes pour qu'elles puissent déposer plainte. Enfin, j'irais là oser dire ça. Ils en sont là, Ils en sont là, nos dirigeants. L'entourage d'Elisabeth Borne qui avait déclaré « La justice est la seule à pouvoir établir la vérité de manière impartiale et dans le respect de la parole des femmes ». Il y a des preuves qui ne sont pas recevables dans un tribunal. Des preuves qui pourraient établir des faits, qui pourraient établir la vérité, mais qui ne sont pas recevables pour toute une série de raisons. Pendant très longtemps, on a considéré qu'un enregistrement fait à l'insu d'une personne n'était pas une preuve acceptable. Et donc on avait... La vérité, elle était là. Il y avait un enregistrement qui prouvait ce que la victime disait, mais le coupable, il s'en sortait sans condamnation parce que la preuve n'était pas recevable. La justice ne peut pas toujours établir la vérité, ça n'est pas vrai. Encore une fois, revenez-en à l'épisode sur la justice qui est pour moi le plus incroyable de tout cet article pour bien comprendre comment ils instrumentalisent le fait qu'on comprenne mal la justice. Évidemment, du fait de la séparation des pouvoirs, le président de la République et la première ministre ne sont pas juges, mais il ne revient pas non plus aux juges et jurés d'une cour d'assises de choisir qui est le mieux placé pour exercer la fonction de ministre, ou plus généralement, qui est plus à même de servir l'intérêt général. Et par rapport à ça, les affaires de viol sont rarement jugées aux assises. On en avait parlé dans 2 épisodes il y a longtemps. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de place aux assises. Et donc pour que ce soit jugé en correctionnel, les faits sont requalifiés en agression sexuelle. Donc les peines sont évidemment potentiellement moins importantes, donc la justice est moins bien rendue. Donc en plus de ça, vous voyez, ils évitent évidemment d'aborder ce genre de choses. Marlène Schiappa avait dit on ne peut pas dire que la justice ne se fait pas sur les plateaux ou les réseaux sociaux et dire qu'elle va se faire au vote. C'est vraiment indécent. Stanislas Guérini qui avait dit c'est un honnête homme, je ne le crois pas capable de violence sur les femmes et donc il se soumettra au jugement des électeurs. À propos de Jérôme Perra, maintenant c'est aux électeurs de juger. Vous voyez, c'est pas au tribunal populaire de juger, mais c'est quand même aux électeurs de juger parce qu'il était bien parti quand même, en tête de liste. Non, il faut rendre compte, mais je me suis dit, c'est répugnant. Aurore Berger qui avait dit on aura cet échange avec les membres du groupe, il aura à s'expliquer, c'est aux députés du groupe de dire s'ils sont à l'aise avec cette décision. Voilà, c'est même pas à leurs électeurs de décider si oui ou non ils veulent des personnes accusées de VSS. Renvoyer dos à dos justice et politique, ça offre l'avantage de ne pas répondre sur le fond des accusations et d'éviter toute décision politique. Un exemple intéressant d'Édouard Philippe qui avait dit « Monsieur Darmanin a été d'une totale transparence vis-à-vis des faits. Ah oui, on avait déjà lu cette déclaration, mais bon, elle revient. Le porte-parole du gouvernement en 2018, Benjamin Griveaux, avait rappelé que Gérald Darmanin, concerné par une plainte pour viol, bénéficiait du soutien total du président de la République et du Premier ministre. Pourquoi ? Parce que la justice n'a pas statué. Et donc il se cache derrière ça. Il se cache derrière le fait qu'il n'y ait pas de décision de justice pour pouvoir dire « Ah ben il n'y a pas de décision de justice, donc on n'a pas de raison d'agir. » Marlène Schiappa qui avait déclaré « Seule la justice peut juger les accusations dont il est l'objet. Ça veut dire que demain, je peux déposer une plainte contre vous pour viol, et peu importe le rendu de la justice, vous n'aurez plus le droit de travailler. » Et là, c'est le fameux discours sur la cancel culture, c'est pas ça qu'on dit. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on a un réalisateur de film dont on a déjà 15 plaintes de femmes qui disent « il m'a agressé sexuellement », même s'il n'y a pas encore d'enquête judiciaire, même s'il n'y a pas eu de condamnation, la moindre des choses, c'est quand même de l'écarter pour éviter qu'il fasse d'autres victimes potentiellement. Et d'arrêter de nier vos responsabilités sous prétexte que la justice n'a pas rendu de décision.
N'évoquer ces affaires que sous l'angle de la justice, et donc de la sanction, c'est méconnaître les responsabilités des employeurs prévues par le Code du travail, et notamment par son article L 4121-1, alinéa 1. Celui-ci dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. On comprend aisément que dans l'hypothèse du maintien en fonction d'employeurs, de managers, de responsables d'équipe, etc., des hommes mis en cause pour VSS, tout n'est pas fait par les partis ou par les institutions pour prévenir la commission de violences et pour assurer la sécurité des femmes. C'est des lâches. Comme le souligne l'avocat Christophe Bigot dans une tribune Paris dans Le Monde, 14 octobre 2022, si d'évidence dans un état de droit, la justice doit avoir le monopole de la sanction, elle n'a pas celui de la vérité. Bien entendu, l'autorité judiciaire dispose de moyens spécialement efficaces de coercition, et met en œuvre, de coercition ça veut dire de contrainte, la prison, le bracelet électronique, etc., et met en œuvre une méthodologie rigoureuse, mais cela ne lui confère aucun monopole. Le rôle de la justice ne saurait en aucune manière être celui d'établir la vérité sur tous les faits sociaux, d'arbitrer tous les débats de société, et de ravaler l'expression publique au rang d'une valeur subsidiaire. La présomption d'innocence ne saurait empêcher le débat public et la liberté constitutionnelle d'expression. La troisième partie, c'est l'affaire Quatennens. Parce que quand c'est jugé, comment on fait ? On fait comment quand c'est jugé et qu'en plus il a été condamné ? Et bien là, on va mettre sur le devant de la scène la réhabilitation. Pourquoi pas ? Je ne suis pas contre. Je veux dire, c'est bien l'objectif, quand on passe devant la justice et qu'on est condamné, c'est de comprendre qu'on a commis une faute, avoir une sanction qui est adaptée à notre faute et se réinsérer dans la société et ne pas reproduire l'erreur qu'on a commise, ne pas reproduire la violence qu'on a commise. Ce que vous voulez. Mais force est de constater que quand il s'agit de représentation publique, la famille de Marie Trintignant, mis à part sa mère Nadine, qui est un peu à côté là-dessus, savoir que Bertrand Cantat est applaudi sur scène, c'est toujours une violence terrible. Et on peut se poser la question, en fait, est-ce que quand on est une personnalité publique, il est sain, quand on est condamné dans ce genre d'affaires, qui plus est sur un féminicide, de continuer à exercer une sorte de pouvoir public ? Donc, on l'a vu, dans l'affaire Quatennens, il y a eu une reconnaissance de culpabilité, puis une condamnation définitive qui l'a privé de possibilité de botter en touche. Aussi, comment concilier condamnation et maintien au centre du jeu politique ? Son entourage a développé un nouveau champ d'éléments de langage autour de la question « À quel moment est-il légitime de revenir et d'enterrer le passé ?» Il y a un petit rappel de la chronologie des faits et de sa suspension. À la fin de l'audition, il est condamné. Très tôt, l'entourage pose la question de la réintégration. Il est à peine condamné qu'il faut déjà penser à sa réintégration. Les débats chez les jeunes ont leur légitimité, mais dire à une personne qui a commis une faute grave, qu'il a reconnue, tu es mis au banc de la société, ton action politique n'a plus cours, ce n'est pas la bonne méthode pour permettre à la personne humaine de s'améliorer, dit Antoine Léaumont. Et bien je pense que c'est tout le contraire, parce que Adrien Quatennens, finalement, n'a eu aucune sanction publique. Voilà. Il a giflé son ex-femme, il a été condamné pour ça, il est toujours là, il a toujours les mêmes pouvoirs, peut-être même qu'un jour il représentera la France insoumise à la place de Mélenchon, c'est possible. Jean-Luc Mélenchon. En parlant du journaliste Maxime Svitek. Vous venez d'inventer l'inéligibilité par principe, quand même le juge ne l'a pas décidé. Mais c'est vous, monsieur Mélenchon, qui avez dit que vous vouliez une exemplarité et que vous ne vouliez plus d'élus condamnés. C'est fou, hein ? Il déclare également « Je sais très bien que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi je ne changerai pas de principe pour faire plaisir à je ne sais quelle opinion fugace qui méprise les principes de la République. Parce que mépriser qu'une peine est une peine, c'est mépriser la République elle-même. Si vous voulez revenir à l'ancien régime, bref, il reparle là-dessus. C'est la question de l'inéligibilité des personnes qui ont été condamnées, que la LFI a elle-même mis en avant. Enfin, je veux dire, on n'a forcé personne, on n'a jamais forcé la France insoumise à mettre en avant le fait qu'eux, ils voulaient être un parti exemplaire par rapport à ça. La question de la réhabilitation politique et non juridique a en effet toute sa place dans le débat public. Adrien Quatennens déclare « La gauche a défendu le droit à la réhabilitation, la seconde chance, c'est un peu quand ça les arrange. Le fait que quand une peine a été exécutée, on ne mérite pas d'être banni à vie. Je vais reprendre le chemin de l'Assemblée, car c'est ce que beaucoup attendent de moi. Il aurait pu continuer une carrière politique, je ne sais pas, d'attaché parlementaire pour simplement plus être une personnalité publique. Il aurait juste fallu qu'il renonce à son pouvoir. Mais vous savez qu'il existe un lien très fort entre l'autorité et le pouvoir et justement le facteur de risque de passer à l'acte dans la violence. Il aurait pu faire ça, mais non. C'est une personne, on a le droit de le dire, c'est un agresseur conjugal. On a le droit de le dire, il a été condamné pour violence conjugale, c'est un violent conjugal, cet homme.
C'est un type qui est avide de pouvoir, il pourra jamais lâcher son pouvoir. Et il ne comprend même pas que symboliquement, le fait qu'il soit toujours présent à des fonctionnalités politiques importantes puisse être vécu comme une hypocrisie et une violence. Et Mélenchon qui avait dit « Qu'est-ce que vous voulez de plus ?» Il a donné une gifle, il l'a reconnu comme si c'était pas grave, merci pour sa femme, son ex-femme. Vous savez ce que vous êtes en train d'inventer? Autrefois, on disait « Faute avouée à demi pardonnée ». Oui, c'est exactement comme ça que ça se passe devant la justice. Hein. Oui, désolé, je l'ai tué, hein. C'est moi, excusez-moi. Oui, oui, à moitié pardonné. Hein. Maintenant, faute avouée, jamais pardonnée. Voilà le recul qui aurait été fait. Tout le monde saura que dire la vérité, c'est nuire à sa propre situation. Il a dit la vérité parce qu'il a été condamné, il n'a pas eu le choix. Hein. Ce garçon n'a jamais un seul jour de sa vie renié les principes auxquels il croit, sauf le jour où il a giflé sa femme. Hein. Notamment contre les violences, sauf le jour aussi où il a giflé sa femme, ça fait déjà 2 fois. Hein. Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez? De le tuer? Non. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. On veut réhabiliter la peine de mort pour Quatennens. Non, mais vous voyez, je veux dire... C'est un homme de paille. Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus, vous avez vu la tête qu'il fait et il tient bon, et ça ne vous suffit pas. Et bien néanmoins, ça ne saurait faire oublier la commission de violence en l'espace de 4 mois. Il se cache. Il se cache derrière la justice pour ne pas avoir à assumer les responsabilités. De la même façon que vous vous cachez, les hommes, et je me cache dans certaines situations où on devrait intervenir et où on n'intervient pas, parce qu'on se dit qu'on n'est pas légitime. Nous n'avons pas à nous cacher derrière la problématique des VSS, nous n'avons pas à nous cacher. Tout le monde se cache un petit peu. Je regrette les fois où je me suis caché. J'espère que vous regrettez les fois où vous vous êtes caché. Mais on ne peut pas systématiquement se mettre derrière une autorité. Vous voyez qu'une femme est harcelée sexuellement par quelqu'un dans votre entreprise, c'est votre devoir de prévenir les RH. Avec son accord, bien évidemment. Vous ne pouvez pas simplement dire il y a un système de hiérarchie, hein, moi j'y suis pour rien. De la même façon que les politiques ne peuvent pas dire oui, tant qu'elles ne sont pas passées par la justice, on ne peut vraiment rien faire. Vous comprenez cette lâcheté en fait, cette incapacité à avancer sur la question des VSS en politique tant qu'ils se cacheront derrière ça. Et on a un dernier point à voir, un dernier point de manipulation ultime, de perversion suprême, c'est l'épisode. Le dernier épisode qui va être consacré à l'analyse de leur discours avant les 2 épisodes d'ouverture politique qui s'appelle une solidarité à géométrie variable, qui est absolument répugnante, qui va vous montrer qu'en fait, dans certaines situations, pour bien se faire voir, on va en lâcher quelques-uns, on va lâcher du lest parce que ça va nous racheter une réputation et ça va nous faire du peak-washing. Regardez cet épisode, il est révoltant, avec des exemples concrets. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette série vous plaît. Je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que vous allez bien dans votre vie. J'espère que vous êtes heureux et heureuse. Et je vous dis à demain. Salut!